Depuis 5 jours, le Moyen-Orient brûle. Donald Trump, de son côté, ne cherche pas à éteindre l'incendie. Il multiplie les déclarations pour justifier la guerre lancée contre l'Iran. We're destroying Iran's missile capabilities. We're annihilating their navy. We're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Une détermination militaire affichée. Mais les buts de guerre, eux, semblent encore assez flous. Les analystes politiques s'y perdent. Il est passé de l'idée d'un changement de régime à des discussions avec le gouvernement, puis il a fini par dire que ce qui s'est passé au Venezuela, où une opération militaire a évincé le président Nicolás Maduro du pouvoir, serait un scénario parfait pour l'Iran. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne de tout cela? Autre volte-face sur la durée de la guerre cette fois. Des 2 ou 3 jours annoncés initialement, le président américain table désormais plutôt sur une opération qui pourrait durer 5 semaines ou bien plus, précise-t-il. Pourtant, seuls 55% des républicains soutiennent cette offensive, selon un sondage Ipsos Reuters rendu public hier. Déjà, des dissensions se font jour dans le clan MAGA. Tucker Carlson, ancien animateur star sur Fox News et figure influente chez les Trumpistes, a rendu public sa désapprobation de cette guerre. C'est la guerre d'Israël, ce n'est pas la guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée au nom des objectifs de sécurité nationale de l'Amérique, ni pour rendre les États-Unis plus sûrs ou plus riches. Alors, la guerre contre l'Iran relève-t-elle d'un plan précis de Donald Trump? Se fait-elle au détriment de l'opinion publique américaine? Donald Trump a-t-il une stratégie? Nos 3 invités pour le débat, Mark Wetzman, bonsoir, écrivain, journaliste, vous produisez le podcast Ligne de Force, prochain épisode dimanche qui sera consacré à la guerre en Iran et au droit international. Et vous avez publié, je le rappelle, La part sauvage consacrée à l'écrivain américain Philip Roth et à votre amitié avec lui. À propos du débat qui nous intéresse, vous considérez que Trump a une stratégie qui évolue en fonction de la situation. Il essaye de présenter sa guerre à sa base électorale comme préventive, mais on ne sait pas comment cette base va réagir. À côté de vous, Corentin Célin, bonsoir, professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Vous êtes chroniqueur en politique américaine pour le média en ligne lesjours.fr. Et selon vous, l'intervention est déjà très impopulaire aux États-Unis alors qu'elle vient de commencer. C'est du jamais vu. Il n'y a que les Trumpistes purs et durs, les Trumpistes de fer, comme vous les appelez, qui soutiennent Donald Trump. Et Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, conseillère du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Je crois qu'on voit s'afficher le dernier numéro d'Esprit, Nouveau territoire des drogues. Selon vous, cette intervention montre que la boussole de Trump est le nationalisme. Les États-Unis sont la première puissance mondiale et doivent à tout prix le rester. Et on démarre avec la photo du jour, Benjamin. Oui, date d'aujourd'hui même. Vous allez voir, on y voit le chef d'état-major des armées américains, Dan Kate, le plus haut gradé américain, en plein point presse sur l'avancée de l'opération israélo-américaine Fureur épique. Carte à l'appui, regardez, les Américains revendiquent avoir touché plus de 2000 cibles sur le territoire iranien depuis le début des attaques depuis 4 jours. Donc, Corentin Célin, pour aboutir à ce bilan, ça dénote quand même une certaine préparation en amont, notamment en matière de renseignement. Oui, alors il faut séparer 2 choses. Il y a tout ce qui relève du militaire et du renseignement. Et pour l'instant, il y a effectivement de très grands succès. On peut rappeler que c'est un renseignement de la CIA qui a été transmis à Israël, qui a permis la liquidation de l'ayatollah Khamenei. Donc on a effectivement, de ce point de vue-là, des succès. Mais ce qui inquiète, ce n'est pas, aux États-Unis surtout, c'est pas le savoir-faire militaire, c'est le plan stratégique pour l'après. C'est-à-dire, quel est le but ? Et de ce point de vue-là, Donald Trump n'a pas fait un grand discours à la nation pour expliciter ses buts de guerre. Et deuxièmement, et puis ils sont un peu mouvants, on va sans doute en reparler, et puis deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on envisage pour l'après en Iran, si jamais le régime venait à tomber. Mark Wetzman, est-ce que ce flou, c'est pour tromper l'adversaire, vous diriez, vous, ou pas? Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut élaborer concernant Donald Trump? Non, je ne sais pas exactement à quoi est dû le flou, parce que il me semble que les buts de la guerre sont relativement clairs. Ah bon? Oui, moi je ne vois pas où est le flou en réalité. Il y a une stratégie militaire qui a l'air pour l'instant de fonctionner, d'une part. Quant au but, il s'agit clairement il semble, d'après ce que j'ai lu en tout cas, que la Chine est intervenue très sérieusement depuis 2 ans pour fournir à l'Iran un certain nombre de missiles. Le but final, c'est d'instaurer
un Iran qui ne soit pas hostile à l'Occident et aux États-Unis en particulier, parce que la Chine était en train de transformer l'Iran en base avancée. C'est ça le but final de la guerre. C'est aussi clair que ça pour vous, Anne-Lorraine Bujon, sur les objectifs de guerre qui ont été énoncés récemment dans une liste de 4 points. Les justifications qui ont été données à l'opinion publique américaine, en tout cas, ont beaucoup varié entre effectivement la nécessité de neutraliser les capacités nucléaires balistiques de l'Iran, un projet de changement de régime, une attaque préemptive parce que l'Iran se préparait à attaquer des forces américaines. Donc, on a eu une variation dans les objectifs énoncés, en tout cas, ou les justifications énoncées. Mais moi, ce qui me frappe, c'est aussi l'hésitation dans le timing. Ça fait 2-3 mois qu'on a une valse hésitation. On y va pas. Au moment des contestations massives, où les Iraniens sont descendus dans la rue, il y a eu un message du président américain pour leur dire « l'aide est en route ». À ce moment-là, rien n'est arrivé du tout, ce qui fait qu'ils ont été réprimés dans le sang. C'est vraiment un bain de sang. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été massacrés par le régime. Et une fois qu'on est derrière cette vague de répression, là, tout d'un coup, déclenchement de ces opérations de frappe massive, avec appel à la population pour qu'elle se soulève, au moment où, en fait, la population a été complètement décimée. Mais justement, Corentin Sellin, ce timing, s'il n'y a pas eu intervention en janvier, est-ce que c'est peut-être parce que les Américains n'étaient pas prêts et qu'ils le sont maintenant? Est-ce qu'on peut l'envisager ainsi? Alors, ce n'est pas ce qui ressort des premiers récits après coup de la prise de décision. Premièrement, Donald Trump a été hésitant, ce qui est normal puisque son identité politique, il l'a construite quand même sur un refus d'intervention militaire au lointain, en particulier. Se posant comme un homme de paix, un homme favorisant la paix. Il a beaucoup hésité jusqu'au dernier moment. On a eu vent quelques heures avant l'attaque. Il a rappelé un des grands généraux américains en charge de la préparation de l'offensive pour lui redemander, mais alors, combien de pertes, quel scénario, etc. Donc on sent qu'il y a eu une hésitation. Et justement, là où il y a eu un peu du flou, et puis il y en a encore, c'est que il y a des contradictions au sommet de l'appareil d'État. C'est-à-dire que Marco Rubio commence par secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale, pour l'instant il cumule les 2 postes, commence dimanche par dire on a attaqué parce qu'Israël l'aurait fait de toute façon, et comme Israël l'aurait fait, il y aurait eu une représaille iranienne qui aurait été très, très dure contre les intérêts américains. Donc on préfère attaquer les premiers, mais ce qui semblait dire que les Américains suivaient Israël. Et hier, Trump dit non. A invalidé cette thèse et a dit le contraire. Donc on voit bien qu'il y a une incertitude. Marc Wetzmann, tout de même, il y a eu donc cette liste, elle a été faite a posteriori. Vous dites qu'il n'y avait pas de flou, mais ce n'est qu'après que l'administration américaine a édicté 4 objectifs: détruire les capacités de missiles balistiques iraniennes, ainsi que la marine, assurer que l'Iran ne se donne pas de l'arme nucléaire, et enfin empêcher Téhéran de soutenir des groupes armés tels que le Hezbollah, et ne figure plus le renversement du régime, alors qu'on pensait que c'était l'objectif initial. Mais on ne sait pas exactement si l'idée de renverser le régime, on sait à quoi elle est liée dans le débat américain. C'est l'idée de nation building, c'est tout ce contre quoi Trump a été élu. La question de savoir dans quelle mesure Trump a hésité ou pas, elle est très complexe. Il y a plusieurs théories aux États-Unis sur le sujet pendant le mois qui s'est écoulé. Il y a la théorie selon laquelle l'offensive a été préparée pendant un mois, puis il y a la théorie où effectivement des gens comme Vance, en particulier le vice-président, étaient à mort contre l'intervention et s'est démené pour essayer de l'éviter. Donc l'une des raisons pour lesquelles il a cherché à l'éviter, c'est qu'il craint une cassure au sein du mouvement MAGA et que cette cassure nuirait à ses ambitions présidentielles en 2028, évidemment. Il a besoin d'un mouvement uni pour être élu, et d'autre part, il est plutôt du côté néo-isolationniste en quelque sorte, si on peut dire. Maintenant, moi, il me semble qu'il y a quand même une cohérence dans les buts affichés. J'ai du mal à voir où est le flou. Le flou. Il me semble que dans les buts qui sont, on peut les critiquer, on peut dire que l'Iran ne se préparait pas la bombe nucléaire, on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans les buts qui sont affichés, la nécessité de lutter contre ce qu'on perçoit d'une menace iranienne, la nécessité de lutter contre les ambitions chinoises et la nécessité de mettre non pas un Iran démocratique, mais un gouvernement iranien quelque part qui soit
non hostile aux intérêts, compatible avec les intérêts américains, tout ça me semble relativement cohérent. Après, je finis là-dessus, le problème qui se pose, évidemment, c'est que le pouvoir iranien étant ce qu'il est, la différence entre trouver un gouvernement compatible avec les intérêts américains et faire du nation building devient compliqué. On l'a vu avec les derniers bombardements à Qom, sur la ville sainte, le bâtiment qui abritait le conseil chargé de trouver le nouveau leader suprême. On se rend compte que si on est forcé d'éliminer les gardiens de la révolution, on rentre de fait dans une dynamique de nation building. Alors, vous parlez de la base MAGA, qui soutient encore majoritairement Donald Trump. Écoutez, Lindsey Graham, le sénateur républicain fidèle d'entre les fidèles du président américain. We're going to achieve victory. Nobody asked how long would it last in World War II. This regime is not not if it collapses, it's only when. We're going to unleash holy hell on them here any minute now. They're going to fall, and we're going to have a better world. But to the Democrats, if you can't celebrate taking out the largest state sponsor of terrorism, the Ayatollah, then you've lost your way. Alors Anne-Lorraine Bujon, quand on regarde les sondages, c'est vrai qu'une majorité des Américains désapprouvent les frappes militaires américaines, 43%, 27% les approuvent, mais chez les conservateurs, ils sont 55% des républicains donc à soutenir le président Trump. C'est ce qui l'intéresse au final, non, lui, de souder sa base pour cette opération. Oui, je pense qu'il faut un peu distinguer ce qui se passe dans la population générale, où on voit effectivement que la majorité des Américains désapprouvent de ces frappes et surtout craignent en fait d'être entraînés dans une nouvelle guerre longue, coûteuse, dans laquelle il n'y a rien à gagner pour les États-Unis ou pour leur influence à travers le monde. Ensuite, il faut voir que cette opinion reste très 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 polarisée et que donc en fait chez les républicains, on approuve très largement. Chez les démocrates, on s'y oppose très largement. Et puis, il y a toujours ce noyau au milieu où plutôt on désapprouve. Après, il y a ce qui se passe vraiment dans la base MAGA et chez les soutiens de Trump. Et là, il y a des gens qui sont très anti-interventionnistes, un certain nombre d'influenceurs. Tucker Carlson, par exemple. Nick Fuentes. Voilà. Steve Bannon aussi a été plutôt critique. Le mastermind de Donald Trump, premier mandat. Voilà, donc là, ce sont plutôt des voix influentes au sein de ce groupe autour de lui qui laissent entendre leurs critiques. Après, il y a aussi le fait que sur le plan institutionnel, tout ça a été fait sans consulter qui que ce soit. On vient voir le Congrès après coup. Et c'est un mode opératoire de Donald Trump qui s'affirme. C'était comme ça pour le Venezuela, c'est de nouveau comme ça pour l'Iran. Donc il y a aussi des gens qui font valoir que sur le plan de la procédure démocratique, on n'y est pas du tout là. Corentin, sauf que le Congrès, pour l'instant, ne va pas désavouer le président américain, et c'est ce qui l'importe, non, au final, lui aussi. Non, ça, de toute façon, pour l'instant, le Congrès est tenu malgré la faiblesse des majorités, alors avec une nuance quand même. Beaucoup d'élus républicains, de sénateurs en particulier, disent, bon, pour l'instant, on laisse faire, mais il ne faut pas que la guerre dure. Il ne faut pas que la guerre dure trop longtemps. Et donc ça, c'est vraiment un petit codicile qui est mis. Sur la base MAGA, c'est là où il y a quand même un risque qui est pris par Donald Trump, parce que cette attaque en Iran, effectivement, le seul qui a vraiment désavoué, d'après ce qu'on sait, c'est Tucker Carlson, qui a vraiment dit au président... On va voir ce qu'il dit. Il dit c'est la guerre d'Israël, ce n'est pas la guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée au nom de la sécurité nationale pour rendre les États-Unis plus sûrs ou plus riches. Donc, ce qui, j'allais dire, accroît une tension qui existe depuis plusieurs mois au sein du mouvement MAGA, avec l'apparition, il faut bien le dire, d'un mouvement anti-israélien autour de Tucker Carlson. Un prolique d'antisémitisme. Et antisémite, il faut dire antisémite, il faut dire les mots autour d'un personnage, Nick Fuentes, qui est un nazi, je crois qu'on peut le dire, on peut l'appeler ainsi. Et donc, le problème, c'est qu'il peut aussi fracturer sa base avec cette guerre en Iran. Il l'avait anticipé, Donald Trump, ça ? Alors, il sait en tout cas, il sait qu'ils ont eu un entretien avec Carlson, ça on le sait. Juste, Carlson lui a présenté ses raisons, il connaît l'opposition de Carlson. Je pense que et c'est ennuyeux pour Vance, par exemple, parce que, par exemple, Vance et Carlson sont très amis. Voilà, J.D. Vance et Carlson sont très amis. Le fils de Carlson travaille pour J.D. Vance. Donc, Vance est un peu ennuyé là-dessus, parce que lui, il doit garder tout ce mouvement MAGA uni. Et là,
la guerre d'Iran rajoute du sel dans les plaies. Carlson a été le mentor politique de Vance. Donc, effectivement, Vance a un vrai problème. Et l'une des choses qui se joue dans cette guerre aux États-Unis, c'est la succession de Trump, avec Vance en favori au départ. D'autre part, ce qu'on retrouve bizarrement, on retrouve sur un mode presque pathologique avec des personnalités comme Carlson ou Fuentes, les débats des années 30 ou 40 où les Juifs étaient considérés comme les fauteurs de guerre autour de l'administration Roosevelt, et le mouvement America First, avec le même nom exactement, militait contre l'entrée en guerre des États-Unis. Quelque part, c'est ça qui se rejoue dans la narration, en tout cas. Alors, on va regarder une archive à propos de la position et du positionnement de Donald Trump quant aux guerres, et notamment quant aux guerres longues, les guerres qu'il appelait les guerres sans fin. C'est son discours en 2019 sur l'état de l'Union. Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost 19 years. In Afghanistan and Iraq, nearly 7,000 American heroes have given their lives. More than 52,000 Americans have been badly wounded. We have spent more than $7 trillion in fighting wars in the Middle East. As a candidate for president, I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars. Pas de guerre sans fin, Anne-Lorraine Bujon. Mais est-ce qu'il est vraiment en contradiction aujourd'hui avec ce qu'il a dit il y a maintenant plus de 7 ans? Oui, c'est contradictoire et il n'est pas à la première contradiction près, il n'est pas à une contradiction près. Il faut rappeler aussi que Donald Trump avait fait partie des gens qui ont soutenu l'entrée en guerre contre l'Irak en 2003. Alors après, évidemment, quand on a vu le bilan désastreux de ces guerres au Moyen-Orient et pour les États-Unis, c'est une des raisons de son élection, d'avoir promis effectivement de retirer les États-Unis de ces théâtres lointains et de ne plus les engager dans ces guerres coûteuses. Mais d'un autre côté... L'intervention est claire, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, George Packer, par exemple, le journaliste, écrit dans The Atlantic qu'il y a l'hubris des néoconservateurs, mais sans avoir leur idéalisme. C'est-à-dire on a cette même fascination pour la puissance militaire, en fait, et pour la suprématie américaine, mais sans la volonté d'assumer les responsabilités du nation building qui pourrait suivre l'opération militaire éclair. Donc il y a cette espèce d'espoir de frappe chirurgicale massive, après lesquelles on pourrait se retirer et laisser les Iraniens faire le reste. Mais en fait, on a quasiment les mêmes déclarations de George Bush en 2003, qui appellent les Irakiens à finir le travail derrière l'opération militaire américaine. Donc tout ça doit inquiéter beaucoup. Quant à Trump, dès les années 80, il a dit qu'il pensait que les États-Unis devraient frapper l'Iran. Au moment de la crise des otages, il pensait que les Iraniens étaient en train de ridiculiser les Américains. Et en fait, on retrouve tout au long de sa carrière, dans les années 80, 90, 2000, des idées qu'il faudrait... Des pulsions bellicistes, quoi. Voilà, et souligner l'asymétrie de puissance. Et puisqu'on est les plus grands et les plus forts, puisqu'on a une énorme bombe, pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas? C'est le raisonnement de Trump. Alors, on va évoquer, pour peut-être comprendre ce qui se joue là-bas, ce qui s'est passé il y a 2 mois, l'exfiltration de Nicolas Maduro au Venezuela et les suites avec vous, Anna. Oui, nous allons gouverner le Venezuela, c'est ce que disait fièrement Donald Trump le lendemain de son opération militaire spectaculaire qui visait officiellement à mettre fin au narcotrafic entre les deux pays. En réalité, il s'agissait aussi de provoquer un changement de régime et de reprendre la main sur l'industrie pétrolière qui avait été créée par les Américains et volée par le régime socialiste, selon les mots de Donald Trump. On va voir Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, soutien de Maduro. Je rappelle qu'elle a été sa vice-présidente en 2018, puis ministre du pétrole en 2024. Et bien depuis, elle fait les frais des ingérences répétées de Donald Trump. Les ordres de Washington, ça suffit, assez des puissances étrangères, a-t-elle dénoncé le mois dernier. Pourtant, Caracas semble bien vivre sous tutelle américaine. Delcy Rodriguez a signé un accord pétrolier inédit avec les États-Unis, qui ont d'ailleurs pris le contrôle des exportations de brut depuis début janvier. Elle a promulgué en express une loi sur les hydrocarbures, justement pour ouvrir le secteur à des entreprises privées. Et puis, elle a libéré aussi plusieurs prisonniers politiques de l'opposition. D'ailleurs, la prix Nobel de la paix
disait Maria Corina Machado, grande figure de l'opposition, doit faire son retour d'ici quelques semaines dans le pays. Et elle parle, elle, déjà d'un Venezuela démocratique et d'une gigantesque victoire électorale. Et puis dans un autre registre, Cuba pourrait devenir la nouvelle cible de Donald Trump, si l'on en croit les proches conseillers. Renverser Cuba après le Venezuela et l'Iran, ce serait l'opportunité pour lui, disent-ils, de s'inscrire dans l'histoire avec un grand H. Corentin Sellin, est-ce que finalement c'est ça la méthode Trump, un coup de force, un changement de régime, et puis derrière des deals signés à son avantage ? Oui, mais parce que ça rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que tout son pari, c'est de dire qu'il a réarmé les États-Unis, il a réarmé l'armée américaine aussi. Moralement, il a rendu l'armée américaine plus forte. Son secrétaire à la Défense, Exet, n'arrête pas d'en parler. Ouais, il n'arrête pas de dire maintenant on combat de nouveau, etc. Et l'analyse, c'est pourquoi on a eu des guerres longues auparavant, c'est parce qu'on n'osait pas y aller vraiment, on n'osait pas combattre. Et maintenant, avec la supériorité, y compris au Vietnam, y compris. Mais c'est un peu, c'est en tout cas ce qu'ils disent, surtout sur les Irak et Afghanistan, ils disent on s'était affaibli, on s'était amolli, et maintenant, et Trump l'a encore redit hier, quand il a parlé du conflit, il a dit j'ai réarmé les États-Unis, et comme il a eu ce premier succès avec Maduro, il est dans une logique où il se dit ça marche, donc ce ne sont pas des guerres longues, je vais faire des interventions très courtes parce qu'on est très très fort, et ensuite je pourrai amener des changements de régime. Alors, on voit bien qu'il y a une part là, un peu d'improvisation, puisqu'il a lui-même reconnu que les dirigeants qu'il aurait voulu pour l'Iran avaient été tués lors des premières frappes. Mais par la force, c'est vraiment son mot d'ordre, la paix par la force. À la différence que là, en l'occurrence en Iran, il y a quand même 6 militaires américains qui sont morts. Et donc, est-ce que les États-Unis sont prêts à s'engager dans une guerre plus longue avec des pertes ? C'est tout le pari. C'est que lui, il parie que ça ne va pas durer suffisamment longtemps pour que l'opinion se retourne massivement. Oui, d'autant que dans sa base MAGA, il y a pas mal de vétérans de l'Afghanistan et de l'Irak qui ne veulent pas voir revenir ce qu'ils nomment les body bags, les corps avec les morts au front. C'est possible, mais enfin, il faut quand même rappeler 2-3 choses. C'est pas, on a l'impression, là, quand on parle que Trump est un cinglé qui fomente des offensives dans le bureau ovale, mais il faut quand même rappeler que le Venezuela, c'est pas n'importe quoi. C'est le pays qui a quand même servi de plateforme pour le blanchiment de l'argent du Hezbollah, du Hamas, qui étaient très implantés au Venezuela. D'autre part, il n'y a pas eu un changement de régime pour l'instant au Venezuela. Il y a juste effectivement l'enlèvement de Maduro. La vice-présidente était l'actuelle dirigeante était la vice-présidente de Maduro. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir ou pas des élections ? L'avenir va le dire. Mais il me semble qu'il y a une sorte de cohérence dans la démarche étrangère, de la politique étrangère de Trump. Marc Wesman. Et c'est ma conclusion. Voilà. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre ce soir.